On va pas y arriver. C'est bon? Ouais. Alors comme elle... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec Nathalie de Naturelle Photographie et on va parler photo animalière. Alors comme elle est beaucoup plus spécialisée que moi en photo animalière, on va profiter de sa présence pour vous donner quelques petits conseils et astuces, notamment au niveau de la prise de vue, au niveau du matériel, pour bien débuter en photographie animalière. Alors du coup, pour commencer, comment t'en es venue à faire de la photographie animalière? Depuis toute petite, j'ai toujours eu une passion pour les animaux et pour la nature. Donc dès que j'ai eu mon premier appareil photo digne de ce nom, parce que j'ai eu comme tout le monde des petits appareils photo ordinaires avant, tous mes premiers clichés, ça a tout de suite été des animaux. Aussi bien mes chats à la maison que les chevaux, les chiens du quartier, ou voilà, les animaux qu'on a sous la main. Et puis après, tu as étendu aux oiseaux, aux biches. Voilà, aux oiseaux, parce que c'est pareil, il y en a pas mal. Et du coup, j'ai appris à connaître les oiseaux que je ne connaissais pas du tout. Et à les repérer et tout ça. Et après, on s'étend un petit peu, quoi, les chevreuils, les hérons, tout ce qu'on peut trouver facilement. Après, on se... En local, ouais. Voilà, en local. Surtout la faune et la flore. Voilà, la faune et la flore locale. Donc ça nous amène un petit peu à quel a été ton premier matériel, justement, parce que tu parles d'un matériel digne de ce nom. Tu as commencé avec quoi à faire vraiment de la photo animalière à tes tout débuts? Mes tout débuts, c'était un Canon 100D. Donc voilà, c'est entrée de gamme, mais disons que ça, on entre dans un appareil photo... un réflexe quoi, où on peut vraiment toucher les réglages. Où on peut commencer à faire des photos avec des modes différents. Donc de la photo un petit peu plus poussée quoi. Ouais. Et niveau objectif? Un 100D, donc il y avait le 55 dessus, mais l'objectif de base, 18-55, qui est plus pour faire du paysage. Ouais. Mais donc aussitôt, dès que j'ai eu mon appareil photo, aussitôt j'ai investi dans un 55-250 de chez Canon. Qui est stabilisé. Qui est stabilisé, très voilà. Pratique. Donc c'est un plus quoi. Et qui a un très beau piqué qui reste abordable au niveau prix. Ouais. Et c'est vrai que sans ça, on peut pas. C'est le minimum pour faire de la photo. Il faut au moins avoir un 250 ou 200, mais pas en dessous quoi. Parce que sinon, si on peut prendre son chat, son chien, voilà. Ouais, mais la faune sauvage. Mais dès qu'on veut prendre de la faune sauvage, il faut au moins un 250 parce que. Et encore, on voit que c'est vite. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le 100D dont elle parle, donc c'est un APS-C, donc un objectif 55-250 dessus, ça va avec les histoires d'APS-C, de plein format, on va pas faire une vidéo là-dessus aujourd'hui, mais en gros ça a une capacité de zoom qui en vrai est un peu plus que 250, oui. Je ne sais plus exactement. Ça doit faire 400. Ouais, l'équivalent 250, 400. Il fait 400 au maximum, en sachant qu'il faut équivalent éviter... 400 pour un plein format. Ouais. Donc sachant que les objectifs, n'hésitez surtout pas à les acheter d'occasion, parce qu'il y a vraiment moyen de... Enfin voilà, autant un boîtier avec un certain nombre de déclenchements, ça a une durée de vie, etc. Autant des objectifs, ça peut vraiment vivre très longtemps si c'est bien entretenu. Ça peut vraiment valoir le coup de trouver des bonnes occasions. C'est un chevreuil là-bas. C'est un chevreuil? Oui. Donc tu nous as dit que tu avais commencé avec un Canon 100D, donc un réflexe entrée de gamme tout classique, et un objectif 55-250. Et maintenant on voit que tu as changé de matériel, donc pourquoi es-tu passé à ça et qu'est-ce que c'est un peu ton matériel aujourd'hui? Au niveau du boîtier, c'est toujours Canon, parce que moi je suis pas mal Canon. Et donc c'est le 7D. Et le 7D il est très réputé pour l'animalier parce qu'il a un mode rafale qui est très performant. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans celui-ci. Sachant que ça reste un APS-C, donc oui. On a toujours l'avantage de ça zoom plus entre guillemets avec le même objectif. Ça fait une focale plus grande que sur un plein format. Et donc j'ai investi dans cet objectif là qui est un 150-600. Donc là il est en 150 et sinon voilà en 600. Donc ça fait tout de suite on a énormément plus de zoom. Mais donc ça c'est pareil, pour les animaux, pour la faune vraiment sauvage, c'est bien parce qu'on ne peut pas les approcher aussi près que de la faune semi-sauvage, je dirais, voilà. Les oiseaux encore, on peut s'approcher assez près, les canards, les hérons non, c'est très craintif, mais les aigrettes, les choses comme ça peut encore aller à peu près.
Mais dès qu'on veut aller sur du chevreuil, du renard ou on peut les approcher nettement moins, donc du coup c'est vrai que le 600 c'est pas mal. Par contre, du coup, tu m'as déjà parlé d'un inconvénient du 600 qui est quand même un inconvénient majeur. Oui, l'inconvénient majeur c'est qu'on perd très vite en lumière. Quand on est à 600, à 5-6... on n'a vraiment pas d'ouverture, on perd beaucoup de lumière. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le petit tuto sur l'ouverture, si vous ne savez pas encore trop de quoi on parle là, n'hésitez pas à aller le regarder à ce sujet. C'est vrai que l'ouverture, souvent sur ce genre d'objectif, c'est vraiment ce qui va manquer. On a très peu de lumière. Très peu de lumière pour faire nos photos. Alors on peut pallier un peu à ça avec un pied. Quand on a l'appareil sur pied, du coup on peut descendre un peu plus en vitesse. Allez voir le tuto vitesse si vous ne savez pas non plus de quoi on parle. Parce que disons que oui, on est normalement quand on est à 500-550, on devrait avoir au moins une vitesse équivalente pour ne pas avoir de ce qu'on appelle le flou de bouger. Donc du coup 500 en vitesse. On n'a pas du tout de lumière. Après 16 heures, c'est même plus la peine d'y penser. Donc, avant de parler justement des heures pour la photo animalière, parce que c'est très important, je vais juste aussi faire un petit aparté par rapport à mon matériel pour de la photo animalière qui est très différent, mais vu qu'on parle matériel, du coup moi justement un peu à cause de tout ça, j'ai opté pour le Canon 300 mm focale fixe, qui du coup a une ouverture constante à 4, qui du coup mine de rien fait la différence parfois à la tombée de la nuit pour des photos, mais bien évidemment, surtout que moi je suis sur un plein format, je suis sur le Canon 5D, donc c'est vraiment un 300-300, il n'y a pas de petite triche des APS-C pour zoomer plus, donc moi j'ai vraiment très peu de zoom. Comme tu me l'expliquais une fois, on peut se permettre d'avoir beaucoup moins de zoom pour faire de la photo animalière, mais à ce moment-là on va plutôt opter pour de l'affût. Oui. Là, il va falloir plus faire des affûts, bien repérer les animaux. Faire de l'affût, ça peut être 2 heures, 3 heures, 4 heures, en 5 étant heures. Caché. Voilà. Et du coup, le fait d'être caché, la démarche va être différente. Au lieu de se promener, comme je fais régulièrement, à la recherche des animaux, même si je connais leurs habitudes, etc. Mais je me déplace un petit peu, je reste moins... C'est à l'approche, voilà. Je crois que les spécialistes appellent ça à l'approche. Ouais. Voilà. Alors que quand on fait de l'affût, du coup c'est l'animal qui vient à nous en fait en quelque sorte. Et là on peut le laisser approcher le plus près possible. Là avec un 300, on a de la lumière et on va avoir l'animal près. Mais bon, après l'affût, il faut avoir du temps et de la patience, beaucoup de patience. Ouais. On n'est pas des spécialistes de l'affût parce qu'on manque un petit peu de patience, on va dire ce qui est. Donc on va pas beaucoup parler d'affût aujourd'hui parce que justement c'est pas quelque chose qu'on fait toutes les deux, beaucoup en tout cas. Donc on va plutôt laisser d'autres chaînes spécialisées là-dessus en parler. Nous on a plutôt la technique toutes les deux de l'approche. Mais l'approche, c'est pas juste on se balade un peu au pif et on attend de voir des animaux. Ça demande quand même beaucoup de travail en amont, ce qui va nous amener à la partie suivante. Donc justement, en photo animalière, ce qui est super important, c'est de bien choisir ses horaires et de bien choisir son lieu avant toute chose. On va pas, notamment quand on fait, qu'on fasse de l'affût ou de l'approche d'ailleurs, on choisit bien ses heures et ses spots pour les photos. Oui, oui, et de toute façon, l'animalier, c'est essentiellement le matin, au lever du jour. Le soir, à la tombée de la nuit, c'est l'idéal. Mais bon, après, c'est ce que j'ai expliqué. On manque en lumière. L'été, c'est sûr qu'on peut plus facilement faire de la photo animalière le soir, puisqu'il va faire jour jusqu'à 23 h. Les animaux, ils sortent souvent vers 5-6 h le soir. Donc en hiver, 18 h, c'est déjà trop tard. Donc là encore une fois on parle d'animaux, on parle surtout des... Oui. Je précise juste en fait bien sûr il faut étudier l'animal que vous voulez photographier en amont et comme ça vous connaissez ses habitudes et chaque animal a un peu ses habitudes. Mais c'est vrai que de manière générale c'est souvent les horaires pour les biches et toutes ces choses là. Voilà, les chevreuils, les renards, les sangliers, ils sortent peu de temps avant la tombée de la nuit. Donc, ou très tôt le matin. Ou très tôt le matin. Et c'est sûr que moi je dirais qu'il vaut mieux à la limite privilégier le soir au printemps et en été et privilégier le matin l'automne et l'hiver. Ouais, parce qu'on a plus de temps après. Déjà on est déjà en place et le jour se lève donc on a de plus en plus de lumière. Ouais. Alors que le soir c'est l'inverse, on a de moins en moins de lumière. Il faut aimer se lever tôt quand on fait de la photo animalière. Et il faut aimer porter des trucs super lourds aussi parce que ça pèse un âne mort là, son matériel là. Et donc justement si on tourne cette vidéo le soir, c'est pour vous parler, toujours un petit peu pour vous parler du matériel idéal, enfin du matériel pour la photo animalière.
Un truc super utile qu'elle a, c'est du coup un piège photo. Piège photo, oui, pour, justement pour le repérage. C'est très utile pour le repérage, puisque c'est ce qu'on disait, même quand on ne fait pas de l'affût, il faut quand même repérer les lieux, les animaux, parce que sinon on peut se promener pendant des heures sans rien voir. Donc le piège photo, il se présente comme ça. Bon, couleur toujours un petit peu kaki, vert, nature, pour se cacher dans la nature. Même si on verra sur certaines vidéos que j'ai faites, les animaux, notamment les renardeaux, sont très intéressés parce qu'il y a une lampe rouge qui s'allume quand ça filme. Et du coup, ils viennent voir filmer de nuit. Et ils viennent étudier l'appareil, donc c'est amusant. Pour avoir un ordre d'idée, parce que moi j'en ai pas par exemple, un piège photo à peu près, ça va de quel prix à quel prix? Et le tien, du coup, tu as choisi quelle gamme? Celui-ci, il est à 98 €, donc quasi 100 €. C'est un bon rapport qualité-prix. On peut trouver des choses à moins cher, je dirais autour de 50-60 €, mais je pense qu'il y a aussi la qualité photo et la qualité d'enregistrement qui est importante, même si bon, c'est du repérage, donc on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très grande qualité. Mais celui-ci, il est pas mal. Bon, après, ça peut monter à 200, 300, enfin, il y a tous les prix. Un peu comme tout en photo, voilà, on a tout et rien. Ouais. Mais aux alentours de 100 €, on peut avoir quelque chose de correct qui permet de durer aussi, parce que le piège, on va le poser. Et le but, c'est pas de le mettre et d'aller rechercher dès le lendemain, parce que les animaux, ils nous ont vus venir, ils nous ont entendus. Donc il faut quand même laisser le piège au moins 4-5 jours pour que les animaux l'oublient et reprennent leur vie de tous les jours. Ouais, parce que même si on le cache le mieux possible et qu'on le pose sans gêner aucun animal, ils peuvent quand même le sentir les odeurs de notre passage, etc. Ils savent bien qu'on est venu là, dans cet endroit-là, donc ils vont éviter la zone un petit moment. Donc du coup, quand on le pose, l'idéal c'est de laisser, si on peut, c'est laisser la semaine entière, quoi. Ouais. Et niveau juste rester sur le fonctionnement avant de venir à comment choisir le lieu où le poser et tout. Niveau fonctionnement, si je dis pas de bêtises, il se déclenche avec un mouvement, c'est ça? Il y a un mouvement de l'animal, il se déclenche et il enregistre. Et c'est pour ça ce que je disais, il y a différents menus, hein, c'est intuitif. Il y a plein de menus et on règle nous-mêmes. On peut dire qu'on veut, on peut sélectionner 1, 2, 3 ou 5 vues par exemple, c'est-à-dire prise de vue à chaque déclenchement. On peut filmer ou pas, et si on filme, on peut programmer la durée du film. On peut programmer aussi il y a 3 niveaux au niveau du déclenchement. Ça peut être très faible, moyen ou plus, voilà. Parce que très faible, c'est ce que je mettais. Déclenche l'appareil. Voilà. C'est ce que je faisais au début, donc ça peut être une feuille morte qui tombe et hop, l'appareil il filme, donc il va filmer pendant 30 secondes, rien. Donc c'est avoir la sensibilité, en fait, ça dépend aussi de l'animal, encore une fois, qu'on veut observer. Voilà. Et du lieu, de ce qu'il y a autour, etc. Parce qu'il y a aussi le son. Donc c'est vrai que si on met une sensibilité trop basse, dès qu'il y a un oiseau qui vient chanter à côté, l'appareil va s'enclencher et filmer. Je ne savais pas que ça pouvait se déclencher au son. Voilà. C'est principalement au mouvement, mais c'est vrai que s'il y a un bruit un peu plus fort... Donc après, il faut bien choisir en fonction de ses besoins, tout ça. Voilà. Et au niveau du positionnement, du coup, j'imagine qu'on ne le pose pas au hasard comme ça. Déjà, renseignez-vous sur le lieu où vous le déposez pour pas... Il y a beaucoup d'histoires de vol de pièges photos, Ce sera pour une vidéo anecdote une prochaine fois si ça vous intéresse. Vidéo anecdote animalière. Faites attention à ne pas le poser sur des terrains privés ou dans des terrains publics où vous avez de grandes chances de vous le faire voler. Donc voilà, faites attention à où vous posez votre piège photo. Mais sinon, dans l'idéal du monde, il faut faire attention à peut-être avoir un repérage d'abord de... Oui. Déjà le placer dans une zone où on sait qu'il y a potentiellement des animaux, qu'on a déjà vu un petit peu, ou par exemple avec des traces, des excréments, des choses. On sait qu'il y a du passage, ou alors dans l'herbe comme ça. Là il est un peu tard maintenant, mais on voit bien par endroits qu'il y a des passages. Il y a des passages. Quand il y a un passage régulier, on voit parce qu'il y a une trace dans l'herbe. Donc on sait que là il y a quelque chose qui passe. On veut savoir quoi. On va poser le piège photo pour savoir. Moi la première fois, tout près d'ici, il y avait une trace dans l'herbe régulière. Je me demandais ce que c'était. J'ai mis mon piège photo et j'ai vu que c'était des blaireaux qui passaient là, par exemple. J'aurais jamais cru que des blaireaux pouvaient traverser un champ, quoi. Près des terriers, faites attention aussi à justement à jamais gêner l'animal. Enfin, le but c'est de les observer, mais le plus discrètement possible et sans être intrusif dans leur territoire non plus. Donc toujours poser à une distance quand même respectable de tout ça.
Alors comme la nuit tombe très vite, je me suis transformée en panneau LED pour continuer à les explications. Donc là par exemple, une fois qu'on a programmé à l'intérieur, enfin ça se fait à la maison, hein, la durée, la sensibilité, etc. etc. Notre appareil il est prêt à fonctionner. Donc on va le positionner. Alors après, donc on choisit un support. Un arbre c'est bien, un piquet, etc. Donc là c'est un endroit où je mets mon piège régulièrement parce que c'est un endroit idéal. Parce qu'on est juste à l'orée d'un petit bois. Il y a les branches du chêne là, qui descendent assez basses, donc du coup qui protègent un petit peu la zone aussi. Et vu les traces, etc., je sais qu'il y a du passage. Les chevreuils sortent de ce bois-là. Chevreuils, renards, blaireaux même, il y a dans ce bois-là. Ils sortent d'ici pour aller traverser le champ que l'on voit juste à côté et regagner l'autre petit bosquet de l'autre côté. Donc ça navigue beaucoup entre les deux bosquets. Donc là par exemple pour le positionner, donc c'est facile, on prend notre sangle, on va placer notre boîtier. Donc la hauteur est très importante. Par exemple si on veut du chevreuil, on va le mettre à peu près à cette hauteur là, parce qu'il ne faut pas oublier que donc, le boîtier va filmer par là-bas et un chevreuil ça a une certaine hauteur, donc on va le mettre à peu près à cette taille là. Si je veux filmer par exemple plus un renard, je vais mettre plus bas. Et ou si je suis à l'entrée d'un terrier, je peux carrément le mettre pratiquement au sol. Donc là pour le chevreuil, on met à peu près à cette hauteur là, à peu près 1 mètre, à peine 1 mètre. Et on ficelle bien la sangle. Le premier tour est toujours délicat. Donc petite précision par rapport au lieu aussi, notamment où elle pose son piège photo, c'est juste derrière chez elle en fait. Elle habite en campagne un petit peu et du coup c'est très pratique pour aller déposer, observer les animaux, etc. Puis faire les relevés du piège. Donc voilà, on fait un tour avec la sangle, tout bonnement. Après, voilà, on peut consolider. Quand le piège est bien positionné, après on regarde ce qu'on veut filmer. Donc si je mets par là, je vais avoir les branches, je ne vais pas voir. Donc moi, l'avantage, c'est la trouée qui est ici. Donc je vais positionner face à la trouée, à peu près à la hauteur voulue. Ça, c'est à force d'utiliser, hein, c'est pareil, on va savoir. On peut très bien avoir un chevreuil qui arrive tout près, du coup, on va lui voir que le poitrail. Par contre, s'il est plus loin, pour lui voir la tête, il faut quand même le mettre à une certaine hauteur. Donc après, ça, c'est des choses qu'on apprend en faisant, hein, c'est comme tout. Ensuite, quand il est bien positionné, on ouvre le boîtier, on l'enclenche en position de prise de vue. Donc moi, je le mets toujours en photo et film. Voilà. Donc le piège est mis et donc si quelque chose passe devant, je vais vous montrer, le piège va se déclencher. Voilà. Vous avez vu la lumière verte, donc ça veut dire qu'il a pris une photo. Donc pour finir, au niveau du piège photo, tu avais 2-3 petits derniers conseils? Oui, alors déjà, comme on l'a rappelé tout à l'heure, faire très attention à la réglementation, ça se met pas n'importe où. On va pas aller filmer sur le terrain d'un particulier, même en limite de particulier, parce que j'ai une anecdote qu'on pourra raconter une autre fois qui a failli me coûter cher avec cette histoire. Et donc bien se mettre dans la nature et pas trop à la vue des gens non plus, parce qu'on sait jamais. Pas sur un chemin de randonnée par exemple, parce que les gens s'y passent. Quoique moi-même j'ai fait l'expérience, ils se cachent bien dans la nature, donc on ne le voit pas forcément si facilement. Donc j'en arrive justement au deuxième grand conseil, c'est surtout noter où on met notre piège photo. Parce que moi j'ai l'habitude de le changer de place régulièrement, et une fois j'ai fait tous les bois environnants avant de retrouver mon piège photo. J'ai parcouru je sais pas combien de temps, et je suis passée 3-4 fois à côté avant de le voir, quoi. Donc c'est la preuve qu'il était bien positionné. Je connaissais les endroits où j'avais l'habitude de le poser, donc j'avais 4-5 endroits différents, mais j'avais pas noté, je me rappelais plus en fait où je l'avais mis cette fois-là. Donc déjà j'ai parcouru les 4-5 endroits et même je me suis rendu compte après que je suis passée 2 ou 3 fois à côté de mon piège avant de le repérer. Et ça vaut aussi pour les personnes, là on parle surtout pour débuter, mais il y a des photographes animaliers, ils vont en placer des dizaines des pièges photos sur toute une zone et tout ça, donc là j'imagine c'est indispensable encore plus de bien noter chaque piège, etc. Ouais. Du coup on va bientôt finir cette vidéo parce que comme vous pouvez le constater il fait complètement noir, donc heureusement qu'on avait prévu le panneau LED parce qu'on se doutait que ça allait tomber vite. Ça va finir par être une de mes habitudes, finir mes vlogs dans le noir. On peut un petit peu ajouter 2-3 choses par rapport au lieu pour faire de la photo animalière. Vraiment, vous pouvez en faire partout.
Comme on l'a dit, donc Nathalie habite en campagne et elle en fait vraiment dans les bois derrière chez elle, donc c'est quand même assez à proximité des habitations, il y a pas mal de faune finalement qui passe. Et je sais que moi j'habite à Nantes, donc en pleine ville, et en pleine ville on peut voir tout un tas d'animaux aussi. On voit régulièrement des chevreuils, des sangliers, on n'en voit pas mais on voit clairement leurs traces. On voit des hérons, on voit tout un tas d'oiseaux, on voit tout un tas de petits rongeurs aussi qu'on ne pense pas forcément. On a vu une belette une fois, enfin voilà, on peut vraiment voir tout un tas d'animaux, même en ville. Donc la photo animalière, ça peut vraiment se faire partout. Quelques petits derniers conseils pour finir, notamment par rapport à la tenue peut-être. C'est quand même il y a tout un tas de petits accessoires qui sont indispensables pour de la photo animalière, en plus du boîtier, de l'objectif et de toutes ces choses-là. Donc par exemple, on voit que tu es habillée en kaki avec des bottes qui prennent pas l'eau, enfin voilà. Oui, parce que c'est pareil, on a testé avec une amie. Une fois, on avait des chaussures de randonnée, sauf qu'on était dans les marais et qui étaient bien engorgées d'eau déjà. Et bien sûr, les chaussures sont restées au fond du champ. On s'est retrouvés en chaussettes, trempées. À 6 h le matin, c'est pas très... Ouais, on commence un peu n'importe comment des fois, mais au fur et à mesure, on s'équipe. Voilà, donc les bottes, oui, je pense que c'est indispensable. Enfin, tout dépend, c'est toujours pareil, du lieu et de la saison. Au niveau de la tenue aussi, oui, c'est pas forcément compliqué. Un pantalon comme ça, un peu moucheté ou même tout simplement en vert kaki. Pas faire comme moi, là. Normalement j'ai un écusson qui cache là, mais comme j'ai lavé mon haut là, je l'ai pas remis. Donc parce qu'il faut pas avoir de rouge. Éviter les couleurs vives. Voilà. Tout ce qui est dans les verts, dans les tons de vert, c'est bien vert, beige. Vraiment se fondre dans les couleurs de l'environnement. Parce que bien sûr, vous pouvez trouver tout un tas d'équipements de photographes, animaliers, etc. qui peuvent coûter un peu cher des fois sur des sites. Moi je sais que je suis allée m'équiper tout simplement. J'ai un treillis complet, une combinaison complète militaire que j'ai été récupérée dans un magasin d'occasion en fait, de déstockage de fringues militaires, etc. Donc ça m'avait vraiment coûté même pas 10 € et j'ai vraiment la combi intégrale qui est ample et donc que je peux vraiment mettre tout un tas de pulls en dessous parce que comme on l'a dit, tôt le matin, tard le soir aussi, on a froid. Donc il faut vraiment bien penser à avoir de quoi se couvrir et de quoi se camoufler le plus possible. Préparez vos sorties en fait, si vous voulez vraiment faire de belles photos. Des fois on peut en faire, c'est un peu ma spécialité de faire de la photo animalière en grosse touriste, mais c'est aussi pour ça que j'ai jamais non plus eu des choses vraiment dingues en photo animalière. C'est voilà, au détour d'une promenade, on peut tomber sur des animaux plutôt chouettes, sortir l'appareil et faire une belle photo, mais vraiment si vous misez que sur la chance pour votre photo animalière, vous serez très vite limité. Donc vraiment une sortie, comme on l'a vu un peu là tout du long en expliquant un peu tout ça, le piège photo et tout, une bonne sortie animalière de préférence, idéalement, ça se prépare en amont, le mieux possible. Voilà. Ce qui est pas mal aussi, je rajoute, c'est d'avoir une capuche, comme là, parce qu'avec la capuche, ça permet de camoufler pas mal les cheveux, le visage aussi. Parce qu'on peut mettre une écharpe un peu plus haute, parce que la peau, mine de rien, ça se repère facilement. Bien, Il suffit qu'il y ait un rayon de lune où ça reflète et les animaux, ils sont... Ouais, c'est ça. Faut pas hésiter à être le plus couvert possible. Voilà. Il y a beaucoup de photographes, ils mettent des cagoules, des gants. Après, on n'est pas obligé non plus. Ça dépend. Voilà, oui, ça dépend toujours de l'animal. Si on veut faire de l'animalier, je dirais, ordinaire, avec des guillemets. Mais... Voilà, chevreuils, etc. Des animaux de nos régions qui sont assez qui vivent assez proches de l'homme, observables. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir une panoplie très complexe, quoi. Enfin, oui, et puis après, au fur et à mesure des besoins, on va compléter, mais c'est toujours l'idée de compléter petit à petit. Dès qu'on se rend compte qu'il nous manque quelque chose, on va l'ajouter, etc. Ce qu'il faut, c'est se marier avec le milieu. Donc c'est sûr que si on est dans les bois, il faut mieux avoir un truc un peu moucheté dans les verts, comme ça. Si on est en montagne, il faudra mettre du blanc, au contraire. Oui, si on est dans la neige. Voilà, Encore une chose aussi qu'on a pensé à vous dire, c'est d'être prudent quand vous faites de la photographie animalière. Oui, de plus en plus, on se fait embêter quand on fait de la photo régulièrement. Des fois, c'est simplement des curieux qui viennent voir, nous demander ce qu'on fait. Bon, voilà, c'est gentillet. Ça dérange juste. Des fois, ça nous empêche de prendre une belle photo, mais bon, c'est pas méchant en soi. Et des fois, par contre, des voitures qui freinent, des gars un peu louches ou des personnages un peu... Donc, vu que c'est un peu tard le soir dans des endroits isolés, dans le doute, soyez quand même prudents. L'idéal, c'est quand même d'être à deux. Il faut éviter quand même d'être seul. Ne serait-ce qu'en cas d'accident, on se casse une jambe dans un fossé parce qu'on est allé dans un endroit un peu... Le pied dans un trou, on a tout de suite une entorse. Enfin, ça peut être... Donc aussi, toujours avoir son portable sur soi, mais alors, bien penser, le mettre en silencieux. Parce que bon, on s'y fait tous prendre de toute façon, hein, le portable qui sonne au moment où on déclenche et voilà, la photo est loupée. Donc même en vibreur, les animaux
Quand un portable qui vibre dans la nature, ça s'entend. Bah oui, ça s'entend énormément. Donc bien en silencieux, mais avoir son portable toujours bien chargé, parce que s'il nous arrive quoi que ce soit, on peut appeler les secours, être géolocalisé en cas de besoin, enfin voilà, pour être retrouvé. Enfin, c'est quand même très très important de ne pas partir comme ça. C'est tout bête et très terre à terre, mais voilà. Ouais, soyez avoir prudents toujours quand de même. l'eau pour boire sur soi, parce que même l'hiver, ben voilà, on peut être coincé dans un coin ou je sais pas. C'est bien d'avoir de l'eau toujours aussi, quelque chose à grignoter. Donc être préparé, mais vraiment sur tous les fronts, et aussi faire quand même attention à ce qu'on fait. Et si vous allez aussi dans des régions plus dangereuses, on va dire, que d'autres, ou plus isolées, voilà, quand même vraiment bien se préparer, être prudent, être à deux, et ou au minimum avoir votre téléphone sur vous. C'est tout bête, mais sait-on jamais, ça reste un conseil intéressant. Donc pour finir cette vidéo, on va conclure par quand même la chose la plus importante en photographie animalière quand on aime les animaux comme nous, c'est toujours de respecter avant tout l'animal et l'environnement de l'animal. Donc comme on l'a dit, en plaçant ses pièges photos, mais en respectant l'environnement et l'animal, pas être intrusif, pas aller dans les terriers, pas essayer de toucher ou de trop s'approcher à des bébés animaux. Enfin, voilà, vraiment toujours penser à l'animal en premier. Votre photo, c'est vraiment secondaire. C'est là le truc qui va sublimer la nature, mais ça doit pas être la photo qui dérange la nature. Donc voilà, respecter la nature vraiment. Quand on connaît un petit peu, quand on fait un petit peu d'animalier, on se rend compte très vite que les animaux, ils ont chacun ce qu'on peut appeler une distance de sécurité. Donc c'est une distance au-delà de laquelle on ne va pas pouvoir s'approcher parce qu'ils vont s'en aller. Donc au départ, en fait, quand on voit un animal, toujours déjà s'arrêter, se stopper, prendre quelques clichés de loin, et quand on voit que l'animal est remis en confiance, parce que quand on ne bouge pas, mine de rien, les animaux, ils sentent si on leur veut pas de mal, et si on ne bouge plus et qu'on fait juste que les observer de loin. Je vois les chevreuils notamment, ils vont se remettre facilement à manger en gardant toujours un œil sur nous. Nous on a eu l'expérience avec des biches en montagne aussi, qui tant qu'on restait à une certaine distance, elles nous voyaient, hein, mais elles étaient ok, on s'approchait pas, on n'était pas trop intrusif pour elles et ça allait, quoi. Et donc moi ce que je fais souvent, c'est justement je prends un premier cliché de loin, et après je m'approche, quand l'animal est remis en confiance, je m'approche d'1 ou 2 mètres, je reprends des clichés, je vois qu'il est à nouveau en confiance, je continue à m'approcher un peu comme ça, etc. Et après, de toute façon, on voit bien, il y a une distance qu'il ne faut pas dépasser, parce que l'animal s'en va. Et vu que le but, encore une fois, c'est de ne pas les déranger. Donc là, c'est un des gros atouts de l'affût par rapport à la méthode d'approche. C'est qu'en affût, on est le moins intrusif possible. Encore une fois, quand on fait bien son affût. Mais c'est sûr qu'on est encore moins intrusif puisque l'animal, il ignore même notre présence. Mais voilà, en approche, on peut aussi... si on garde les limites et qu'on respecte bien l'animal, on peut ne pas dépasser cette fameuse limite qui fait qu'après on va déranger réellement l'animal. Donc vraiment faites attention à ça. Donc on va finir là cette vidéo. On espère qu'on aura pu vous donner des petits conseils utiles par rapport à tout ça. Je ne l'ai pas dit, mais niveau matériel, tout ce dont on a parlé, je mettrai les descriptifs plus précis du matériel qu'on a utilisé, sachant que c'est vraiment notre retour d'expérience sur de la photo animalière, on n'est pas non plus les plus professionnels dans le domaine, mais ça peut vous donner une base pour commencer et voilà, des pistes à creuser par rapport à tout ça. Il y a tout un tas de matériel qui est aussi beaucoup plus adapté peut-être pour votre façon de photographier. C'est toujours aussi on demande souvent c'est quoi ton matériel, mais c'est toujours à remettre en perspective avec votre façon d'utiliser votre matériel. On voit bien qu'on n'a pas du tout le même matériel par exemple, et voilà, on ne fait pas non plus les mêmes photos ni dans les mêmes conditions, donc c'est toujours, voilà, ça peut vous donner une base, vous donner des idées, mais c'est toujours à adapter en fonction de votre utilisation de tout ça. Et quoi qu'il en soit, vous pourrez retrouver tout ça en barre d'infos. Vous retrouverez aussi les liens vers les réseaux sociaux de Nathalie. Et n'hésitez pas à aller voir justement ce qu'elle fait en photographie animalière. Donc voilà, on espère que ces petits conseils vous auront plu. En attendant, on vous souhaite à toutes et à tous de faire de super photos. Et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme d'habitude, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, nous donner vos propres conseils aussi pour de la photo animalière, vos propres retours d'expérience, ça peut être super intéressant. N'hésitez pas à dire tout ça en commentaire, votre propre matériel aussi pour des photos animalières, ça pourra donner d'autres idées à d'autres débutants qui voudraient avoir encore plus d'exemples. Et puis, à bientôt!